grand bonheur et une joie immense pour moi de recevoir ici, au nom du département de français, au nom de la maison française dirigée par Charlie Pierre, comme vous le savez, capitaine Alexandre, un slammer. Capitaine Alexandre est avec nous depuis quelques jours. Il a eu déjà la possibilité d'aller là-bas du côté du sud de Manhattan, où ils ont, paraît-il, une autre université. Et il a eu également la chance, la possibilité de visiter une salle de classe, la salle de Pascal Crépon. Et donc c'est un immense bonheur de l'avoir avec nous. Je voudrais, cher capitaine Alexandre, rappeler brièvement les circonstances qui nous valent aujourd'hui ta présence. Premier acte, nous réfléchissons dans le département de philosophie et à la maison française à un programme que nous avons intitulé « Le français dans tous ses états ». Le français dans tous ses états, cette phrase est déjà un jeu de mots parce que le français, évidemment, c'est plusieurs états. C'est la France, mais c'est aussi le Québec, c'est également la Suisse, c'est la Belgique, c'est le Sénégal, c'est le Rwanda, c'est beaucoup de pays. C'est le Cameroun, qui est un pays natal. Et voilà, une des significations possibles du français dans tous ses états. Mais le français dans tous ses états, c'était également la manière dont les francophones dans le monde entier s'approprient cette langue, la traitent avec tendresse, avec violence parfois également, avec souvent, avec beaucoup d'amour, me semble-t-il, en général. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu la chance de partager avec toi, il y a quelques mois, la même tribune au Collège de France, où nous avions été invités par notre ami commun, Alain Mabankou, et où notre ami commun, Dalila Ferrière, qui sera là dans quelques jours, nous a présenté le nôtre. Et je me suis dit, mais bon sang, bien sûr, on dit dans les bandes dessinées, le français dans tous ses états ne pourrait pas être le français dans tous ses états si nous n'avions pas une séance de slam. Si cette séance de slam n'était pas quelque chose que tu pouvais nous offrir. Et la raison pour laquelle je rappelle ces circonstances, c'est un peu pour expliquer à ceux qui sont venus ce soir t'entendre les circonstances, mais également pour te remercier infiniment, parce qu'à la fin de cette session, quand je t'ai parlé de la possibilité de t'avoir ici, tu m'as dit immédiatement, c'est d'accord, et cela, je l'ai beaucoup apprécié. Et donc, quand je suis revenu avec mon ami, ma complice de toujours, Chani, nous avons pu faire en sorte que tu sois avec nous. Un de mes premiers mots sera de me rappeler un peu ton parcours, mais avant de faire cela, je voudrais demander pourquoi le choix du capitaine Alexandre. Capitaine Alexandre. Bonsoir et merci de m'accueillir parmi vous. Suleiman, je te redis oui. Dès que tu m'inviteras quelque part, je te dirai oui, pour la simple et bonne raison que j'ai une admiration sans borne pour toi et pour ton travail depuis très longtemps. Et pourquoi Capitaine Alexandre? Pour plusieurs raisons. C'est plusieurs hommages en un. C'est d'abord un hommage à un poète français de la Résistance qui s'appelle René Char, et dont c'était le nom de guerre. Et moi j'aime à dire partout où on me prête un micro et où on me prête un peu d'écoute que c'est mon nom de paix, Capitaine Alexandre, mon nom de scène. Et c'est un hommage à René Char, dont j'ai rencontré les mots quand j'avais 16 ans, des mots qui m'ont bouleversé. J'avais 16 ans, je rêvais de devenir écrivain à Douala, au Cameroun. Et puis, dans la bibliothèque à Cajou de ma mère, il y avait un livre. Et j'ouvre ce livre un jour au hasard et j'ai cette phrase, enfin ces vers. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Voilà, j'ai l'impression que le livre vous a choisi pour vous dire quelque chose. Donc, René Char entre dans ma vie à ce moment-là, il me bouleverse complètement.
je découvre après Fureur et Mystère, enfin bref, tout René Char, je dévore René Char. Je ne comprends pas tout, mais je me laisse traverser par le souffle. Quand je décide de porter mes textes à la scène, je choisis ce pseudo en hommage à René Char, une de mes premières claques poétiques. Mais c'est aussi un hommage à Nelson Mandela, et il y a des vers que vous connaissez certainement. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Mandela a écrit dans ses mémoires que quand il était en prison, donc pendant 27 années, 190 jours, ce qu'il avait aidé à tenir, c'était le soutien de son peuple, l'amour des siens, mais aussi la poésie qui le fortifiait. Alors ça me permet de dire en université, aux étudiants et aux élèves parfois, aux plus jeunes, que la poésie c'est tout sauf une matière scolaire, c'est tout sauf une matière universitaire, c'est une injonction à vivre debout. C'est la respiration de la femme et de l'homme debout. Et donc quand je lis mon pseudo ou quand je l'entends, Capitaine Alexandre, en fait ce pseudonyme me rappelle à moi-même et un vœu que j'ai fait à un gamin de 16 ans, d'essayer de rester toujours contre vents et marées, le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Donc il y a cet hommage à Mandela, à la poésie, à la résistance, à l'engagement, et puis il y a un hommage aussi à un film magnifique que vous connaissez peut-être, Le Cercle des Poètes Disparus, un film qui m'a bouleversé quand j'étais adolescent, le Oh Captain, My Captain, avec ce professeur qui enseigne le sens de la vie à ses étudiants. Et voilà, il y a aussi l'idée de rendre hommage à l'énergie de ce film qui m'avait bouleversé adolescent, aussi à Douala. Et enfin, il y a un hommage à un homme sans lequel je ne serais pas là, mon père, dont le prénom est Alexandre, et que j'ai perdu il y a quelques années et que j'emmène partout avec moi aujourd'hui. Voilà, Capitaine Alexandre pour toutes ces raisons. Et peut-être la dernière, parce que je suis directeur artistique d'un collectif qui s'appelle On a slamé sur la Lune. Et quand on a démarré, quand on a commencé à slammer, en fait on arrivait comme ça devant le public et puis on disait « Bienvenue à bord d'un navire qui ne sait pas où il va ». Et vous savez qu'à bord d'un navire, il faut un capitaine. Et je devais m'y coller avec mes frêles épaules. Merci. Ton éditrice à la cheminante, Sylvie Dao, écrit ceci à ton propos. Longtemps, Marc-Alexandre Omobambe s'est couché de bonheur, accablé d'une punition maternelle. Lire un livre choisi par elle, qui devait être commenté le lendemain matin. Punition délicieuse s'il en est, le condamné étant largement épris de littérature et déjà talonné par l'écriture dont il choisit d'emblée la forme poétique. Alors, la mer, tu viens d'en parler tout à l'heure, et l'amour des mots. Et du coup, le français est rigoureusement et littéralement ta langue maternelle. Absolument. Au sens où, d'abord, c'est ta langue première, et c'est la langue de cette relation particulière que tu as avec ta mère, qui est elle-même professeure de lettres. C'est ça. Et la question est celle-ci. Le français, tu es camerounais, tu es venu en France de Douala pour aller à Lille continuer tes études. Est-ce que le fait que tu sois camerounais et que tu parles aussi, en plus du français qui est ta langue maternelle, d'autres langues maternelles, elles sont toutes maternelles de ce point de vue-là, est-ce que cela intervient dans ta poésie? Est-ce que l'on sent dans ton français d'autres états de langue qui viendraient en dessous? Oui, absolument. En fait, souvent, j'en parlais avec un ami il y a quelques années, un slammer qui est franco-sénégalais, et on se rendait compte, avec un peu de recul et de distance sur certains de nos textes, que nos images étaient des images dans nos langues, dans nos autres langues maternelles. Donc moi, je suis Douala. Donc Douala, c'est ma ville natale, mais c'est aussi ma langue maternelle. C'est celle que je parlais avec mes grands-parents maladroitement, et ce qui les amusait beaucoup. Et aujourd'hui, quand j'écris de la poésie, parfois les images, en fait, sont des images en Douala. C'est assez incroyable, mais ce n'est pas réfléchi. Ça vient comme ça surgit comme ça. Et donc ça donne parfois des phrases qui ne sont pas compréhensibles par un Français de France, par exemple, qui n'a pas baigné dans de la fantaisie de ma ville natale et dans la manière dont on utilise les mots, dont on les réinvente. Il y a une forme de créole finalement. D'ailleurs au Cameroun
on parle un camp franglais, où on mélange le français et l'anglais, et puis des apports de toutes les langues du pays. Et parfois, quand j'écris de la poésie, ça peut arriver que certains mots viennent de là et s'imposent naturellement à moi, alors que au départ, j'avais commencé un texte en français. Donc ce qui me fait dire que je n'écris pas français, mais j'écris en français, dans une langue qui est mienne, qui est propre, et qui est un créole, une fusion de toutes mes langues maternelles, mais de toutes les langues aussi que j'aime. J'ai eu la chance et le bonheur de faire des tournées un peu partout. J'ai fait une tournée au Brésil. Quand je suis revenu du Brésil, je m'étais rendu compte que dans ma manière d'articuler les images et les mots, j'avais pris quelque chose de là-bas. Et je trouvais ça formidable parce que c'est toujours des gestes un peu inconscients comme ça, d'écriture, mais qui après imprègnent tellement la création poétique qu'on a l'impression que ça a toujours été là. Que ça a toujours été là et ça ramène à quelqu'un que tu aimes beaucoup aussi, je pense, à Édouard Glissant, à cette idée qu'on peut changer en échangeant avec l'autre sans se perdre pourtant ni se dénaturer. Et c'est comme ça que j'utilise la langue. Voilà. Et les images, elles surgissent, et elles sont en français, elles sont en douala, parfois en portugais brésilien, parfois en basque, puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un projet avec un berchoulari, c'est-à-dire un troubadour, et c'était génial parce qu'on se découvrait des correspondances, tellement de correspondances, alors qu'a priori, on était à des années-lumière l'un de l'autre. Mais justement, dans années-lumière, on a gardé lumière juste. D'accord. Tu viens de citer Édouard Glissant. Ton éditrice, je reviens à elle, Sylvie Darot, cite à ton propos Césaire. Et toi-même, pour ton dernier livre, tu as mis un épigraphe, un passage du cahier, un retour au pays natal. Et Sylvie Darot estime qu'il y a une forme de continuité de la Harlem Renaissance à ses écrivains, à des Césaire, Senghor, le enfant terrible qu'on peut considérer comme tel, Édouard Glissant, et que tu serais toi-même une continuation de cette généalogie. Est-ce que tu te reconnais dans ce que dit là Sylvie Darot? C'est difficile d'assumer cette généalogie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les auteurs que tu as cités sont des professeurs d'espérance pour moi. Si je suis entré en poésie, c'est à cause de René Char, c'est à cause d'Aimé Césaire, c'est, quand je dis à cause, je pense très fort grâce à, et Césaire a été aussi une claque poétique. La négritude a construit ma pensée adolescente. Et puis après, j'ai découvert Glissant, enfin, j'ai passé beaucoup de temps à errer dans les pensées de ces auteurs-là pour forger la mienne propre. Mais bien entendu, elle est dans la continuité de ce que ces auteurs m'ont enseigné, c'est-à-dire une espérance militante, combattante, et puis la relation aussi. Moi, j'ai eu le bonheur d'être invité par Sylvie Glissant à slammer pour l'anniversaire d'Édouard Glissant. Elle m'avait contacté comme ça, sans savoir à quel point je vénérais son mari. C'était un anniversaire surprise. Enfin, c'est une petite anecdote, je vous raconte ma vie, mais c'est très important de le dire à ce moment précis. Glissant, ça s'est fait comme ça. Je connaissais Édouard Glissant, j'avais les livres. Et puis un jour, je me retrouve au New Morning à Paris à devoir chanter pour lui, de la poésie pour lui dans le cadre d'un anniversaire. Et en sortant de scène, il me prend les mains, il me dit « Vous êtes un poète de la relation ». Voilà, donc oui, j'assume complètement, tout en étant effrayé aussi par cette idée d'être dans la continuité de ça. Mais je pense que Sylvie parle aussi du mouvement Harlem Renaissance par rapport au fait que c'était un mouvement qui regroupait tous les arts. Il y avait les poètes, il y avait les peintres, il y avait les musiciens, et alors la littérature est le genre qui a le moins survécu à la Renaissance, en tout cas en France ou en dehors des États-Unis. Mais il y avait une ébullition, une émulation assez incroyable et qu'on peut retrouver dans d'autres façons à nous de faire les choses. Parce que moi j'écris, je slame mes textes, je les mets en musique, je les mets en images. J'aime bien l'idée qu'on peut être un artiste total et puis proposer plusieurs canaux vers son art, en fait, canaux différents. Parce que le texte que vous allez entendre en musique aujourd'hui, peut-être que quand vous le lirez, vous sentirez encore autre chose. Peut-être que si vous voyez un clip poétique
adapter du même texte, aller ressentir encore quelque chose, avoir accès à d'autres images. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et effectivement ça rappelle un peu cette énergie de Harlem Renaissance où les poètes arrivaient avec une percussion et puis déclamaient leurs textes. Langston Hughes ou d'autres étaient dans la musique des mots, étaient dans la musique tout court. Et il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas les écrivains, les peintres, les musiciens, et on faisait ensemble. Tu viens en passant, et à plusieurs reprises, de répondre à une question que ma collègue Emmanuel Sada et moi-même nous posions ensemble en descendant les escaliers. Est-ce que slammer se dit? Est-ce que c'est un verbe? Maintenant, j'ai la réponse, nous avons la réponse, effectivement, à plusieurs reprises, tu as parlé de slammer. Slamons donc. Tu viens d'indiquer cette rencontre que tu fais avec un basque, des rencontres que tu effectues et puis à partir desquelles tu crées avec d'autres. Pour parler du slam, je l'associais dans mon esprit à un langage des banlieues. J'y voyais quelque chose qui est né dans les banlieues et qui a à voir avec la vie dans les banlieues en France. Ce n'est pas nécessairement le cas. Tu me dis que c'est également dans les villages que l'on trouve le slam. Est-ce que tu peux revenir sur cette généralisation du slam, sur ceux qui font du slam? Et ce sera une manière peut-être de définir cela. Alors oui, en fait le slam est né, le mot slam apparaît aux États-Unis au milieu des années 80 quand un monsieur qui s'appelle Mark Smith, qui est ouvrier, décide de démocratiser la poésie. Il écrit de la poésie et il considère qu'il n'y a pas de raison que les mots, que la poésie soit réservée à un cercle d'initiés, que la poésie soit réservée à une élite. Il décide à un moment donné de sortir les mots des livres, des universités, des librairies, pour réinjecter cette poésie dans le quotidien des gens. Et comment? Il organise dans des bars, dans des lieux improbables, dans un bar en particulier au départ, des scènes ouvertes de poésie et plus tard des compétitions de poésie. Donc aux États-Unis on dit slam poetry pour désigner la compétition, et quand on est dans une scène ouverte on dit spoken word. Et en France on dit slam pour tout, à la fois pour les compétitions qui sont des joutes oratoires, et aussi pour les scènes ouvertes où chacun vient partager son poème ou un coup de cœur littéraire qu'il a et qu'il a envie d'offrir au public. Donc le slam naît ici, le mot slam apparaît ici avec cette idée de faire claquer ces mots, c'est de slam the door et faire claquer ces mots sur la place publique. C'est l'ambition, c'est l'obsession du slammer, c'est de faire claquer ces mots. Et donc ensuite ça se développe, arrive en France, un peu partout dans le monde aujourd'hui. Au départ à Paris, en France c'est d'abord Paris, et ensuite ça commence à essaimer en province, dans des villages. Aujourd'hui il y a des scènes slam quasiment partout. Il y a j'ai des souvenirs absolument miraculeux de moments où j'étais à la montagne en concert. J'arrivais en pensant que voilà, on allait avec les musiciens qui m'accompagnaient, on était en tournée, et puis on se disait bon, est-ce qu'on va avoir du public, et puis la salle était pleine, et puis surtout, au-delà d'être pleine, il y avait des slammers. Parce qu'en fait, finalement, on a besoin de rien d'autre que de cœurs qui battent, d'oreilles qui écoutent, et puis voilà, on peut slammer. À Douala, la semaine dernière, on a slamé Tchekhov et Dostoïevski sur un bord de trottoir, alors qu'autour de nous, tout le monde buvait de la bière. Et puis, parfois, on est accueillis, comme ici, dans un espace très très beau, et avec des gens qui sont venus en plus pour écouter. Donc, ce qui est génial dans ce mouvement, que moi je considère comme une indiscipline artistique, c'est cette liberté-là. On a besoin de rien d'autre que d'être ensemble. Et quand on sort d'une scène slam, même si on n'a pas été touché par tous les textes, il y a quelque chose qui est quand même assez prégnant, c'est qu'on est vivant ensemble. Et qu'on a réussi, le temps d'un instant suspendu, à entrer en relation les uns avec les autres. Les textes, les sourires, les regards, les émotions qu'on partage. Et on sort de là, on se dit « wow, ça fait du bien », surtout dans une époque qui est un peu opaque et un peu asphyxiante parfois. Donc on retisse du lien, et je pense que c'est aussi ça qui fait le succès des scènes slam partout dans le monde en fait. C'est le fait de partager la liesse, d'être vivant ensemble dans un lieu.
avec des gens qui ont bac plus 15, d'autres qui ont bac moins 10, et tout le monde on est tous égaux. Il y a une forme d'aristocratie populaire en fait, et on est là, dans la salle. C'est pas parce que j'ai 10 ans de pratique que je vais dire un texte, la personne qui va arriver après, dont c'est la première fois sur scène, on est applaudi de la même manière. Parfois même, je pense même que la personne qui dit son texte pour la première fois reçoit des applaudissements encore plus chaleureux parce que c'est la première fois. Mais c'est un des seuls endroits où finalement l'expérience ne compte pas. Ça ne compte pas, ce qui compte c'est l'intention, c'est le geste poétique, c'est l'envie de partager ce moment d'humanité dans cet endroit-là, quel qu'il soit. Et je pense que c'est ça qui fait le succès des scènes ouvertes de poésie, des slam sessions, comme on dit. D'ailleurs, qui ont remis aussi la poésie au goût du jour, qui lui ont redonné des ailes, qui lui ont redonné une vibration aussi. Et voilà, aujourd'hui, ça dépasse largement le cadre d'un art un peu urbain, c'est un art tout court, en fait, qui fait du bien aux gens dans les villes, mais beaucoup plus loin que ça. Je rebondis sur deux choses que tu viens de dire. D'abord que ça tisse du lien, ça crée du lien. Autour du slam, il y a de la communauté qui se forme. Et tu as également dit que cette communauté se forme d'une certaine façon contre des tas de choses désagréables qui se passent dans le monde aujourd'hui, que nous voyons, contre au fond une forme de retour de la tribu, des choses que l'on appelle du populisme, qui sont pour l'essentiel du tribalisme. Et c'est un aspect qui m'est venu à l'esprit parce que lisant Résident de la République comme titre de ton dernier ouvrage, je me suis dit, il y a là évidemment le jeu de mots sur Président de la République, mais quand on lit ton premier texte qui explique pourquoi résident, où tu parles de ce moment où tu as obtenu la fameuse carte de séjour qui fait de toi un résident légal en France, et tu dis que ton premier mouvement en recevant cette carte de séjour, ça a été de penser à tous ceux qui ne l'avaient pas. Tous ceux qui, d'un moment à l'autre, pouvaient se retrouver des illégaux. Des gens qui pouvaient à un moment donné se voir dénier une citoyenneté. Des gens qui pouvaient d'un moment à l'autre se voir ramassés par la police et déportés dans des pays dont on dit qu'ils sont leurs et qu'il arrive qu'ils ne connaissent absolument pas. Et évidemment, aujourd'hui, un autre glissement de sens qui vient à l'esprit, de président à résident, c'est également résistant. Le mot résister, résiste, est un mot que le monde tel qu'il est aujourd'hui nous apprend à conjuguer de plus en plus, en faisant du lien, en créant de la communauté, et en disant contre tous ceux qui pensent que les gens différents ne devraient pas être là, devraient être de l'autre côté du mur, qu'au bout du compte, il s'agit toujours de créer de la communauté, et que comme disent les Bahaïs, la terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont des citoyens. Parce que ce que m'a inspiré ton texte, et je te remercie encore de me l'avoir offert. Tout à l'heure, tu me donneras une signature, mais je voudrais t'inviter maintenant peut-être à dire un mot sur résident, résistant, et ensuite à partager avec la communauté que nous sommes prêts à former autour de ta parole, le slam. Donc je porte là. Alors, résident, résistant, c'est essentiel. C'est essentiel. J'ai écrit ce texte, donc résident de la République, mais qui se lit et s'entend aussi résistant de la République, parce que je considère que la République est une idée. Nous sommes plusieurs à le penser, nous sommes plusieurs en plus de le penser à incarner cette idée, sans attendre que nos présidents, nos premiers ministres, enfin nos hommes d'État, l'incarnent pour nous. C'est-à-dire que si je crois à la fraternité, j'ai absolument besoin de personne pour incarner cette fraternité-là dans mon regard sur les autres, dans la main tendue à l'autre. Si je crois à l'égalité, je n'ai absolument besoin de personne pour l'incarner. Si je crois à la liberté, je n'ai absolument besoin de personne pour incarner ça. Donc il y avait cette idée de rendre hommage à des gens qui, de par le monde, travaillent main dans la main à ce que nos différences tiennent ensemble. Et c'est des gens qui font des choses, des utopies réalisables, et
et dont on ne parle pas, dont on ne parle jamais parce que c'est pas sensationnel, c'est pas spectaculaire. Mais moi, mon frère a fait un film sur un lieu qu'on appelle la jungle à Calais, où étaient entassés des femmes et des hommes de plein vol. Et dans ce lieu, il y avait des bénévoles qui venaient de l'Europe entière. Parfois, ils faisaient partie d'une association, parfois, ils avaient juste entendu l'appel au secours et s'étaient dit je peux faire ma part. J'y vais avec quelques vêtements, j'y vais avec quelques livres, je peux donner un cours de français, je peux aider. Et c'était incroyable cette énergie-là. Elle existe. Les gens venaient de partout, ils avaient tous les âges, les femmes, les hommes, et ils venaient au secours d'autres femmes et d'autres hommes et d'enfants. Et je me suis dit, waouh, mais on n'en parle pas. Quand je fais ce que j'appelle mon tour de France poétique, pareil, il y a des associations, des militants, des gens qui se battent pour que partout, nos différences arrivent à tenir ensemble. Et on n'en parle pas parce que c'est pas spectaculaire. Donc, résident de la République, c'est tous ces gens-là qui habitent poétiquement cette idée de République, qui habitent poétiquement le monde, j'oserais dire les choses ainsi, et dont on ne parle pas. Ensuite, c'est un texte que j'ai écrit aussi en réponse à des jeunes gens dont j'avais en charge la formation, en tout cas poétique et citoyenne, au lendemain des attentats qui ont secoué la France en janvier dernier, donc les attentats de Charlie. Donc une classe où les élèves travaillaient dans une intelligence collective avec une belle dynamique de groupe. Et au lendemain des attentats, on avait l'impression qu'en fait qu'ils se découvraient et se regardaient en chien de faïence. J'arrive en classe la semaine qui a suivi les attentats, après la grande marche pour dire non au terrorisme. Et à peine, j'ai poussé la porte et un élève me dit « Monsieur, tel a dit qu'il n'était pas Charlie ». Donc sur le coup, je me dis rien, je bloque, je suis un peu interloqué. Puis un autre, l'élève en question arrive et monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'exclure aussi, alors que depuis le début de l'année, vous nous demandez de manifester notre présence au monde par la parole, par nos convictions, Donc il y avait une sorte de non-sens. On encensait la liberté d'expression, on disait que les gens de Charlie étaient morts parce qu'ils avaient osé prendre la parole, et puis lui, gamin, disait je ne suis pas Charlie, était exclu. Et donc 15 ans, questionnement, contradiction, il faut lui répondre. Et il faut lui répondre juste, alors que soi-même on n'a aucune réponse. Mais comme on est un formateur, on ne peut pas le laisser sans réponse. Donc j'ai commencé un texte avec eux, on a arrêté de crier dans la classe, on s'est posé, et j'avais commencé un texte qui disait être ou ne pas être Charlie, là n'est pas la question. Il s'agit d'être soi-même et en relation avec les autres. Et ça a donné une réflexion sur le vivre ensemble, sur la citoyenneté, sur l'engagement, sur comment peut-être chacun faire sa part. Et puis ça donnait ce livre en fait, Résident de la République, pour ses élèves, pour ses enfants, et puis pour ces gens aussi qui travaillent dans l'ombre à ce que nos différences tiennent ensemble. Je vais commencer par vous dire comment je suis venu au mot, et je vais vous dire ça en musique. Et la musique est signée d'un jazzman que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Terence Blanchard. On a répété pendant des mois. Je suis venu au mot un soir d'hiver, en été, d'automne, au printemps, je ne sais plus.
Mais il faisait un temps de poèmes et tant de poètes que chantait le désespoir distingué des clochards célestes. Je suis venu au mot comme on vient au monde, innocent, couvert de sang d'encre sur les mains, ces mains qui construisent des lendemains, qui slament pour vous, pour nous, pour tous. Je suis venu au mot comme on revient du monde des morts, la bouche médusée de silence et l'éloge d'un baiser bleu aux lèvres. Je suis venu au mot par amour, à cause d'un poème de René Char et de la perte d'un être cher comme une mère. Je suis venu au mot par amour. Depuis je parcours le monde, je vais par mots et par mots. Justement je me hâte lentement de faire modestement ma part du colibri de Rabi. Je me hâte lentement de transmettre modestement ma part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Je suis venu au mot, un soir d'hiver en été ou d'automne au printemps, je ne sais plus. Et il faisait un temps de poèmes, et tant de poètes chantaient le désespoir distingué des clochards célestes. Je suis venu au mot par amour, par amour. Mon grand-père disait, pars mon fils, pars à l'étranger comme tu vas chez un ami comme tu pars à l'étranger avec toujours la même soif d'altérité et la même faim insatiable du monde. Pars mon fils, pars à l'étranger comme tu vas chez un ami comme tu pars à l'étranger avec toujours la même soif d'altérité et la même faim insatiable du monde. Seulement par amour, pars et parle, mon fils, pars et parle, mon fils, pars et parle, mon fils, toujours et seulement par amour. Je suis venu au mot par amour, par amour. D'utopie en utopie, noyé dans mes apories, j'ai fini par m'expulser de moi-même pour vivre debout, ne pas mourir, arc-bouté, dégoûté, dégoûté de ne pas avoir osé. Bonsoir. Merci pour votre écoute. Et là, je vais vous ouvrir mon cahier. Et venant, je me dirais à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de rester les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Ave Césaire. Et venant, je me dirais à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de rester les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, une mer de douleur n'est pas un prosénium et un homme qui crie, pas un ours qui danse. Ave Césaire. Je viens dire ici,
mon engagement obstiné pour l'homme. Je viens dire et redire ici mon engagement obstiné, car malgré l'assassinat de l'homme par l'homme, malgré la destruction du monde par l'homme, la vie vaudra toujours la peine d'être vécue pour le sourire d'un amour, l'étincelle éternelle d'une amitié qui scelle le pacte des jours, l'émotion des mots d'une phrase rebelle qui chante la beauté du monde, la bonté aussi de l'homme pour l'homme. Ceci n'est pas un poème. Ce texte est une douce invitation au désordre, un rappel à l'ordre et à la lumière de nous-mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Je viens dire ici mon engagement pour l'homme, mon engagement obstiné pour l'homme. Je viens dire et partager mon expérience d'homme qui marche et se cherche. Je viens partager ma démarche créatrice. Je viens donner à entendre et ressentir aux plus jeunes le tintamarre des rêves, le brouhaha, le silence de l'existence, le murmure et le chant du monde, la promesse en énigme du temps. Je viens partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu, ce que je vis, ce que j'apprends, ce que je reçois, ce que je redonne, ce que je fredonne à l'école de l'art de la vie. Ceci n'est pas un poème. Ce texte est une douce invitation au désordre, un rappel à l'ordre et à la lumière de nous-mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous, résidents, résistants de la République, citoyens du tout-monde qui grondent ou sommeillent en nous. Nous sommes les mêmes, nous, résidents de la République, citoyens du tout-monde qui grondent ou sommeillent en nous. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Et je vais vous lire un autre extrait de ce texte, qui, vous l'avez compris, n'est pas un poème. Sœurs et frères humains, sur nos visages illuminés encore de sourires adolescents hier coulent aujourd'hui les mêmes larmes d'adultes incrédules. Que restera-t-il de nos espoirs, nos idéaux placés, nos idéaux à la fin du cycle de violence aveugle qui s'annonce et plonge notre époque opaque chaque jour un peu plus dans le chaos et le tumulte du monde? Que nous restera-t-il de lumière et de tendresse pour faire face aux ténèbres et aux temps mauvais qui se dressent devant nous? Que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il d'humain en dehors de la folie et de la barbarie qui nous agressent et caractérisent ceux qui nous tuent, nous nient, nous déshabillent de nos vêtements de femmes et d'hommes au nom d'eux-mêmes et uniquement d'eux-mêmes finalement, quoi qu'ils s'en disent? Que nous reste-t-il de nous-mêmes et des autres? Que nous reste-t-il d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Que nous reste-t-il en dehors de la vie? Rien. Rien. Sœurs et frères humains, il ne nous reste rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Il ne nous reste rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Que d'être vivant. Que d'être vivant. Il ne nous reste que la vie, et c'est déjà beaucoup la vie. Espace fragile entre la naissance et la mort, grand voyage à entreprendre, vide à remplir de souvenirs, à habiter pleinement, intensément la vie curieuse, furieuse à affranchir des dogmes, la vie de l'âme, la vie de l'homme, faite païenne de joies et de larmes, faite de victoires et défaites de la pensée, la vie pleine, riche d'amours et de peines, la vie tragique et belle à la fois, la vie poème, la vie. Il ne nous reste rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Rien d'autre dans la vie que d'être vivant. La vie. Y a-t-il vraiment une vie avant la mort? Adolescent à Douala, je me suis longtemps posé la question.
Et j'aime me la poser encore des années-lumière plus tard, peut-être pour me rassurer, entendre battre mon cœur dans ma réponse. Oui, 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 il y a une vie avant la mort. Oui, assurément, définitivement, radicalement, il y a une vie avant la mort. Oui, parce que la poésie. Oui, parce que peuvent les poèmes. Mais que peuvent les poèmes? Rien. C'est déjà beaucoup. Il y a une vie avant la mort, parce que la poésie, parce que peuvent les poèmes, à savoir faire advenir la beauté des choses, comme disait Aragon. La beauté des choses. Oui, la beauté habite le monde. Définitivement, assurément, radicalement, oui. Il y a une vie avant la mort, oui, parce que la poésie, oui, parce que peuvent les poèmes, mais que peuvent les poèmes et les poètes? Rien. Et pourtant, la poésie sert à ne pas baisser les bras. La poésie sert à croire encore. Croire qu'on peut se sauver et sauver notre humanité d'elle-même. Et y croire, c'est se battre pour ce en quoi on croit et ceux qui croient en nous. Valeurs, idéaux, pensées, gestes. Les poètes témoignent du monde et de la nature de l'homme exposé, intense, brûlé. Les poètes vivent sur la brèche en allumant, rallumant ici et là des mèches, espoir pour l'humanité incendiée. La poésie invite, incite à l'action et au refus radical de vivre les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, une mer de douleur n'est pas un procédium et un homme qui crie n'est pas un ours qui danse ses airs. La poésie a le pouvoir et peut-être aussi le devoir d'être parole. Elle est alliée aux actes folles, à lier les êtres par la puissance des mots instigateurs de sens. Les poètes ont le pouvoir et le devoir de bouleverser le désordre du monde. Bouleverser le désordre du monde. Bouleverser le désordre du monde. Comment? En refusant de renoncer. En continuant d'énoncer. En refusant de renoncer. En continuant d'énoncer, refuser de renoncer, continuer d'énoncer. Cela me semble tellement juste et nécessaire de le répéter, inlassablement à qui veut l'entendre et à qui veut comprendre, de ne jamais renoncer à notre part belle, humaine, et de continuer d'énoncer la beauté même fugace des choses depuis toujours et dans toutes les langues du monde. Les poètes chantent les possibles, dessinant les contours du jour qui vient, revient toujours après la nuit, depuis toujours dans toutes les langues du monde. Les poètes chantent les possibles. Les poètes chantent. Aussi ce texte qui n'est pas dans Résident de la République mais qui aurait pu être dans Résident de la République. C'est le premier texte que j'ai déclamé sur une scène comme celle-ci. C'est le texte le plus difficile pour moi parce qu'il a fallu lutter contre ma timidité maladive. Je sais que ça ne se voit plus là aujourd'hui que je suis maladivement timide parce que je ne le suis plus, mais à l'époque où j'ai offert ce texte pour la première fois à des gens comme ça, qui étaient dans la salle, que je ne connaissais pas, je tremblais de tout mon être. Je tremble toujours de tout mon être quand je dis ce texte, mais c'est différent. Alors je vais vous l'offrir parce que c'est un texte que je dis toujours quand je me sens bien quelque part. Et le titre de ce texte, c'est « J'ai fait un rêve », comme quelqu'un d'autre, ici. Penser, rêver, oser, créer, aimer. Je m'appuie sur ces verbes comme un infirme s'appuie sur des béquilles pour avancer dans la vie, avancer dans la vie. Il y a quelques années, une femme que j'aimais de tout mon être frêle m'a demandé pourquoi je refusais de grandir et pourquoi j'osais écrire. Je ne sais rien faire d'autre, lui avais-je répondu. Elle, comme toutes les femmes de ma vie, ne m'a pas cru, bien entendu, et nous nous sommes quittés à cause de mon rêve d'éternité, à cause de ma soif de liberté, à cause de mes caprices d'enfant gâté. Nous nous sommes quittés depuis. Une étoile dans le ciel de briller a cessé et mon cœur de battre s'est arrêté. Je vous pose la question à vous et à vous.
peut-on souffrir de sa différence? Moi, j'en ai souffert autrefois, j'en souffre même encore quelquefois, mais je crois qu'au commencement de tout était le Verbe, et le Verbe seul était Dieu. Ma foi, à chacun ses croyances, et à chacun ses croyances, et à chacun ses croyances, tant qu'on les assume, à chacun ses croyances, et même si les miennes me consument, j'ai fait un rêve. Oui, j'ai fait un rêve, à défaut d'en vivre, survivre dans mon art, dans un monde à part et fantastique, faire partager ma folle démence, toujours être sur le fil, sur le grill, voyager sur le Nil, exercer mon style, caresser le soleil et faire merveille, repousser les limites de la décence et frôler l'indécence, être enseigné à l'école et tenter de vous enivrer comme de l'alcool. J'ai fait un rêve, écrire pour sortir de ma noire couleur, écrire pour sortir de ma classe bourgeoise, écrire pour sortir de ma caste de privilégiés, écrire pour sortir de ma race humaine. Écrire, oui, écrire pour sortir de moi-même. Et en rêvant d'écrire, je suis devenu un intouchable, adorable et adoré, détesté et détestable. Mais j'apprends chaque jour et chaque nuit à assumer mon choix de vivre dans mon rêve, car écrire c'est fuir, écrire c'est nuire, écrire c'est nuire, écrire c'est séduire, écrire c'est entretenir ma flamme, écrire c'est dire, non au dogme et non à la mort. Écrire c'est déifier l'amour, écrire c'est vivre libre. J'ai fait un rêve, faire admirer comme giroflé sur terre sombre le lyrisme de ma couleur, surmonter ma douleur, ne plus survivre dans la pénombre, mais vivre enfin entre lumière et ombre, exprimer mon pessimisme, vomir ma haine, briser mes chaînes, apprendre à redire je t'aime. J'ai fait un rêve, m'endormir sur un nuage, mourir sur une plage d'Afrique, être une page d'histoire, montrer la fierté de mon peuple épris de liberté. J'ai fait un rêve. À défaut d'en vivre, survivre dans mon art, dans un monde à part et fantastique, faire partager ma folle démence, toujours être sur le fil, sur le grill, voyager sur le Nil, exercer mon style. J'ai fait un rêve, vivre libre, être à contre-courant, brillant tout le temps ou juste le temps d'un tournage, tant qu'une belle histoire m'enivre et m'éloigne du rivage. Souvent je dévie, musarde et m'égare, le regard hagard, mais toujours je fais le même rêve dans lequel je brandis mon glaive. Pour plus de justice, moins d'intolérance, moins d'indifférence et plus de respect pour nos différences, j'ai fait un rêve. Et ce rêve vous est dédié à vous, qui m'écoutez avec un minimum d'attention, j'espère. Ce rêve est dédié à toutes celles et tous ceux qui pensent que les rêves et les idéaux construisent le monde. Ce rêve est dédié à vous, qui m'écoutez avec un minimum d'attention, j'espère. Merci. Merci. Alors, je sais absolument pas combien de temps il nous reste. Est-ce que je peux dire encore un texte ou deux ou... Oui. Bien entendu, c'est une proposition. Ce n'est absolument pas... Ça dépend de vous aussi, si vous avez encore envie de me supporter quelques poèmes. Je vais en choisir un autre. Pendant que je cherche un texte à vous lire, je vais lire celui-ci, Rallumer les lumières, ou celui-ci. Ou celui-ci. Serre-moi la main, fais-moi la paix.
Dessine-moi un matin de lumière et 1000 soleils de cire qui tournoient en spirale infernale de tendresse infinie. Derviches, soyons, révolutionnaires d'amour, cultivons le rire et le dire, 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 arme miraculeuse contre la tentation du pire. Serre-moi la main. Fais-moi la paix. Dessine-moi un autre matin de lumière. Discrimination. Fléau qui touche toutes les sociétés plurielles qui n'arrivent pas à s'expliquer les raisons de leur diversité. La discrimination est une violation du principe d'égalité. Égalité. Question vaste qui devrait être un pilier de la République enfin, de toute République qui se respecte et se veut à la hauteur de l'idéal derrière le mot. Tant qu'il y aura des hommes, des femmes et surtout des enfants à qui sont interdits ou refusés le droit de rêver, s'inventer une destinée, bâtir simplement un projet de vie, il faudra trouver la force de dénoncer, s'insurger, condamner l'idée même de discriminer, condamner toutes les discriminations. Tant qu'il y aura des hommes, il faudra résister. Résister, être enclin au désordre, se battre contre sa propre faiblesse devant l'ordre des choses établies et l'ombre du début de tout sentiment d'indifférence au monde. Se battre pour réussir malgré tout à ne jamais, 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 jamais perdre le goût des autres. Depuis toujours, je cherche une terre d'asile poétique ou de fou. Fou d'art et culture, fougueux, au cœur fougueux, bienveillant, déviant, vaillant, défiant la mort par amour de la vie. Je suis un Rome et mon exil prendra fin au commencement de la fin de ce livre et les textes ivres dédiés à tous les peuples migrateurs épris de liberté. 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 Principe désuet, piétiné par les hommes qui ont dévoré les utopies. Art abstrait ou réalité concrète vécue par les ménestrels, les troubadours et les poètes chantants. Idéal de vie, combat de tous les instants mené depuis la nuit des temps par des hommes intègres contre d'autres ayant tous les pouvoirs sauf celui de désintégrer les rêves et tuer l'espoir. Liberté, soleil ardent vers lequel marchent les peuples, toi, moi, lui, il, elle, eux, vous, nous, il, elle, enfin, toutes celles et tous ceux qui croient à la douceur d'un long et tendre baiser qui pourrait durer 3 jours, à la possibilité d'une île fraternelle, région du monde où les égaux se prosterneraient devant la beauté, où les différences se tairaient pour laisser entendre les rires des enfants, 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 enfants, être ange à l'innocence fragile, habitant du royaume de tous les possibles, ils vous relèvent, vous grandissent, vous élèvent et vous font entrevoir le miracle de l'éternité. Je, tu, il, elle, nous, vous, eux, il, elle, tous autant que nous sommes des fils et des filles d'eux, prunelles des yeux d'une femme mère ou d'un homme père, essence de vie. Je suis un Rome, allons leur dire que la terre est notre village. Allons leur dire que nous sommes des gens simples, que nous aimons, nous rêvons, nous voulons des choses simples, du pain pour nos gosses et des roses pour nos femmes, du pain pour nos gosses et des roses pour nos femmes. Du pain, oui, du pain et des roses. Rêver, c'est déjà être libre, me murmure tous les soirs un jeune prophète, vieux en son pays, Haïti, que j'aime. Rêver, c'est déjà être libre. Alors allons leur dire que nous sommes des Roms, nègres, juifs, palestiniens, arméniens, kurdes, syriens, indiens d'Amérique, damnés de la terre d'hier, d'aujourd'hui et demain, petits roumains montrés du doigt, désignés coupables de maux tous plus grands que nous. La vie étant le plus incertain et le plus beau d'entre tous les voyages, allons leur dire que nous sommes tous des gens du voyage.
allons leur dire que leurs chiens peuvent toujours aboyer, nos caravanes passeront car nous avons pour nous le feu, la force, la folie des grandes heures de l'humanité déchue. Je suis en Rome. Allons leur dire. Rome, résistant d'outre-mer, j'offre ces mots à qui veut les entendre, veut les comprendre. J'offre ces mots en partage, ces mots dédiés à Frantz Fanon, né martiniquais, mort algérien et qui ne cherchait rien d'autre en l'homme que l'homme. Allons leur dire. Sont si chaleureux, ça veut dire que je peux m'imposer encore un poème. Ah, vous imposer un poème. Parce que moi j'adore ça. Alors, j'ai besoin d'un complice ou d'une complice dans la salle pour ce texte en particulier. Alors que quelqu'un se lève et puis avec conviction comme ça me demande mes papiers. Voilà. Je sais que personne n'aime faire ça, enfin, quoi que je ne vous connais pas. Voilà, donc je lever comme ça et puis dire poète, vos papiers. Voilà, avec le ton, avec l'énergie. Poète, vos papiers. Mes papiers. Mais quels papiers voulez-vous que je vous montre? Je suis un poète sans papier. Oui, je suis un poète sans papier, car qu'on s'appelle Mamadou, Aziz ou Pierre Toussaint, on est comme on peut, on aime comme on peut, on vit comme on peut, on vibre comme on peut, on jouit comme on peut, et quelquefois même aussi on meurt comme on peut. Mais mes papiers, quel papier voulez-vous que je vous montre? Je suis un poète sans papier, bruissement de feuilles mortes comme l'amour du sombre héros qui sombre dans la tourmente de ses mots. J'écris ce texte dans le noir après la pluie, la neige, tout à l'éclipse, le soleil a froid, le désarroi est roi. Mon cœur est mort de haine dans la violence d'une arène. Le vent de la liberté a tué son souffle. Question qui tue, qui es-tu? Ami, ennemi, mon esprit est une arme à feu et à sang, et ma vie s'écoule lentement comme cette larme de feu et de cendre brûlante acide qui coule sur ma joue. Tapis dans la pénombre, j'attends que se joue le jour le plus long de la fin de ma nuit. Ma vie et mes pensées s'enfuient, pourtant confiant, je me sens enfin prêt pour l'ultime instant. La dame en noir seule a le pouvoir de briser mes chaînes comme Dinina de la révolte des cris. Tu cries la force et la lutte, et de cette lutte le sens qui n'en ira pas moins se fondre dans l'étape ultime, le néant du noir. Je bois de l'absinthe où je bois, et dans mes souvenirs me noie SOS, un homme noir à la mer. Je suis un poète sans papier, punk, drunk, junk, love. I'm a dead man walking alone in the dark. Je suis le fantôme de Marc, l'ombre d'un poète amoureux fou des mots qui rêvait d'une île de tendresse à lui, d'une presqu'île d'amour presque à lui. Je suis un poète sans papier, un octambule, somnambule, funambule qui fabule et déambule dans une bulle. Un artiste autiste enfermé dans son art, un aigle noir royal qui vole au-dessus des ruines d'une société matérialiste enfermée dans ses préjugés. Un oiseau de nuit, de feu, de liberté qui viole l'espace de pensée trop confortable des bourgeois et des rois. Je suis une déclaration d'indépendance et de droit. Je suis un champion noir de boxe et je flotte comme un papillon et pile comme une abeille. Je suis un poète sans papier. Je suis un poète sans papier. Et rien ni personne, au grand jamais, ne me débranchera de cette machine à espérer qu'est la poésie, ma douce folie, mon hérésie, mon utopie, ma poésie. Je le répète, je refuse que la société euthanasie, m'euthanasie. Rien ni personne, au grand jamais, ne me débranchera de cette
machine à espérer qu'est la poésie. Je suis un poète sans papier et je viens vous dire ici que mes mots sont à l'épreuve des balles et de cette nécessité mangeuse de rêves. Merci. C'est super parce qu'on a répété pendant 3 semaines. C'était exactement ce qu'on avait prévu. Ça se passe pas toujours comme ça quand on répète, mais là on était assidus et ça porte ses fruits. Et puis je vais vous redire un texte. Enfin, moi tant que vous restez assis, je dirai les textes. Alors je fais un dernier texte et après peut-être que si vous voulez qu'on échange, alors je dis un dernier, mais après ce texte, si vous voulez échanger, qu'on discute, parce que l'idée c'était une forme assez libre, je pense, hein, et on construit aussi le mouvement qu'on partage ensemble. Si vous avez des questions sur mon parcours, après, tout a été brillamment dit par le professeur Dieng tout à l'heure, et si vous avez d'autres questions, enfin, je suis aussi là pour qu'on puisse converser, échanger, et je serai ravi d'y répondre. Sauf si elles sont sur mon âge, les questions. À part ça, Bienvenue à toutes et tous au rond-point du Vietnam héroïque. Ici, Césaire souriant, apostrophe Senghor, Damas et Alioune Diop. Ils boivent Black Label et refont notre monde avec Breton, Néroda, Genet, Fanon, Artaud, Omar Khayyam et Glissant. Ici, Nina forme un trio avec Billy et Myriam. Elles enchantent toujours les âmes en chantant leur blues. Ici, les hommes ne crient plus, ils dansent avec les ours et tiennent au creux de leurs mains magiciennes l'art, la beauté des saisons. Ici, on partage le manioc et l'igname des jours, les sourires vrais qui chantent de l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme musicienne qui ose toujours. Ici, comme ailleurs pourtant, la misère tutoie les petites jambes, mais les casas restent grandes ouvertes aux anges et aux passagers des vents voyageurs à la recherche du temps et du sens perdu. Ici, nos différences se posent et causent en connaissance de cause et chaque instant s'éternise en prose dans l'éloquence du silence des poèmes cachés sous nos paupières closes. Ici, on partage la pamonia, le tapioca dans des maisons aquarelles de lumière et le maïs acheté au bord des routes à la saveur inénarrable des certitudes qui chassent l'ombre des doutes. Il n'y en a pas. Je suis chez moi ici. Je me sens chez moi aussi. Ce n'est pas moi qui dis, mais la cachaça, le rhum, le jurançon, la prestige de l'amitié, ces nouvelles sœurs, ces nouveaux frères qui m'invitent, m'invitent à lever mon verre et trinquer à la beauté rebelle des lunes orangées. Ici, Césaire souriant, apostrophe Senghor, Damas et Alioune Diop. Ils boivent Black Label et refont notre monde avec Breton, Néruda, Genet, Fanon, Artaud, Omar Khayyam et Glissant. Ici, Nina forme un trio avec Billy et Myriam. Elles enchantent toujours les âmes en chantant leur blues. Ici, les hommes ne crient plus, ils dansent avec les ours et tiennent au creux de leurs mains magiciennes l'art, la beauté des saisons. Le monde va mal, certes, et por favor,
Permettez-nous de nous saouler d'images, de visages, paysages, de fous rires, de sourires, farandoles, de souvenirs, de joie arrachés aux années qui filent vers l'éternité, qui tremblent et semblent vouloir nous dire encore qu'au dernier soir sur cette terre, pour chacune et chacun d'entre nous, avant la mort, il ne restera que la douleur ou la douceur, la délicatesse, la tendresse des heures, tantôt incandescent moment fulgurant de vie, ivre, ensemble. Ici, on partage le manioc et l'igname des jours, les sourires vrais qui chantent de l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme, musicienne qui ose toujours, toujours, toujours. C'est le moment où je vais être assailli de questions, ou pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin du micro pour les c'est comme vous voulez, on fait avec pour l'enregistrement, d'accord, avec le micro. Donc. Est-ce que c'est la question, c'est poète au papier Non, quand vous écrivez, est-ce que vous entendez ce que vous écrivez ou est-ce qu'il faut que vous le lisiez pour l'entendre? En fait, j'écris mes textes du bout des lèvres. La musique est toujours présente dès le premier mot, en fait. Dès le premier mot d'un poème, j'ai besoin que cette musique soit présente. Même si après je m'en éloigne, quand par exemple je travaille avec des musiciens, je vais m'adapter à d'autres sensibilités, d'autres rythmes. Mais quand j'écris le texte, il y a déjà cette musicalité et elle est importante, nécessaire, urgente et vitale pour moi. En poésie en tout cas. Dans d'autres exercices d'écriture, c'est un peu différent, quoique. Mais en poésie, oui, c'est toujours du bout des lèvres. Il faut que le texte il faut qu'il claque même à l'écrit en fait. Et ça n'a rien à voir avec les rimes, c'est juste que dans la manière dont je place mes mots, il faut que j'entende ce rythme-là qui est celui de mon cœur en fait. C'est comme ça que je vois la poésie comme une respiration et cette respiration ne peut se faire que si le cœur bat naturellement. Et pour moi, chaque mot posé est un battement de cœur presque. Donc la musique est toujours là. Bonjour. Alors, j'ai deux questions, si ça vous dérange pas. La première, c'est un peu bête, c'est quoi la différence entre le slam et le rap? Voilà. D'accord. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est que vous avez mentionné Haïti dans un contexte. Donc, je voulais savoir si Haïti avait une influence sur ce que vous écrivez ou éventuellement, si vous voulez en parler, quelle est la nature de vos relations. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Haïti a une influence très grande dans ma vie, pas seulement dans mon écriture, mais dans ma vie. Et puis, il y a des années, donc je parlais tout à l'heure de mes années adolescentes à Douala, j'avais découvert un texte, un livre, d'un second l'appel des librairies Soleil, c'est-à-dire que les livres sont posés sur le trottoir et puis vous donnez ce que vous avez pour acheter le livre. Et je me souviens, je rentrais un soir et j'étais tombé sur un texte par terre. La couverture était déchirée, mais le titre c'était Fleurs d'insomnie. Un texte de Franck Etienne, poète haïtien immense. Je considère comme Dieu, moi, Franck Etienne. Je considère que la poésie est une religion laïque et mon Dieu s'appelle Franck Etienne. Alors je tombe sur ce texte sans connaître qu'il n'y avait pas Google à l'époque, ce qui veut dire que c'était il y a très longtemps, ce qui veut dire que je suis très vieux aussi. Mais donc on ne pouvait pas, avec un titre comme ça, retrouver l'auteur, enfin avoir une bio. J'ai juste ça, ce titre, Fleurs d'insomnie, et je l'ouvre, et je me prends une claque poétique.
Donc, des années plus tard, j'ai le bonheur et l'honneur de me retrouver assis à côté de Franck Etienne. Je dédicace mes livres, puisque je me suis accroché au rêve de devenir écrivain et que j'ai publié quelques textes. Et Franck Etienne est là, invité d'honneur d'un festival à Saint-Malo, étonnant voyageur, avec un cortège d'écrivains haïtiens. Et je vais le voir pour lui offrir un poème, et comme ça, et il me prend les mains et il m'accorde l'asile poétique en Haïti. Voilà. Mon histoire avec Haïti passe par Franck Etienne, elle passe par Yannick Lahens et Dany Laferrière aussi. Yannick Lahens qui m'a invité en Haïti il y a 2 ans à l'occasion d'une foire du livre dont elle était la présidente d'honneur. Donc elle avait 3 invités spéciaux, Dany Laferrière, Raoul Peck et moi. Je me retrouve encore avec des gens formidables et que je respecte profondément et je me retrouve en Haïti, dans cet endroit où les poètes poussent plus vite que les arbres. Voilà, mon rapport avec Haïti est là, dans cette poésie-là, immédiate, fulgurante et tellurique, comme l'est ce pays. Donc ça, c'est mon rapport à Haïti, donc un rapport amoureux. Donc. Et l'autre question, c'était la différence entre rap et slam. Moi, j'en fais pas, je considère que rap, déjà, ça veut dire rhythm and poetry. Si dans ce que j'ai fait là, il y avait un peu de rythme, un peu de poésie, donc je rappe. Et en même temps, on m'a présenté comme slammer. Je ne fais pas de différence. Quand j'avais 17 ans, j'avais un groupe de rap au Cameroun. La seule différence, s'il y en a une, c'est l'instrumentation ou l'orchestration musicale. Pour rapper dans la musique rap, il faut un DJ ou des musiciens qui vous accompagnent. Alors que pour slammer, effectivement, comme demain, par exemple, je serai avec un musicien de jazz, je vais dire mes textes en musique chez Albertine. Et ce soir, je l'ai dit, et la musique, elle est dans mes mots et dans ma manière de faire danser le texte que je vous offre. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un musicien, mais la liberté est totale et demain, je serai accompagné par un musicien. Alors que si je rappais, rap, musique, il faudrait qu'il y ait un DJ qui soit à côté de moi, qui scratch et qui me permette de dire mon texte sur le rythme de sa musique, en fait. Mais finalement, un texte peut être rappé, peut être slamé, peut être chanté, peut être crié, murmuré. C'est le même texte, finalement. S'il est politique, il ne changera pas selon la... Enfin, si on lui trouve une valeur poétique, il ne changera absolument pas, peu importe si on a un gros son derrière, ce sera le même texte. Donc pour moi, je ne fais pas de différence, c'est à part justement sur la musique et les instruments ou, voilà, qui accompagnent le poème. Vous avez plus ou moins répondu déjà à la question que j'avais, qui était sur la musique comme mélodie, puisqu'il y a le rythme et puis il y a quand même aussi la mélodie de la musique. Donc est-ce que ça change la façon dont vous écrivez les textes, d'avoir des mélodies et pas seulement un rythme dans la tête? C'est aussi cette dimension-là du timbre, de la différence de couleur, des mots. Donc est-ce que ça change dans le processus d'écriture, par exemple? Non, parce que ça arrive après. La mélodie, elle arrive après. Par contre, je travaille un peu comme un musicien. D'ailleurs, souvent, je dis en plaisantant à moitié que je suis musicien. Et que mon travail consiste à ne pas faire de fausses notes. Un peu comme un guitariste qui prend son instrument, qui joue. Quand il y a une fausse note, il s'arrête. Ah, ça sonne... Voilà, moi j'écris comme ça. S'il y a une fausse note, j'arrête. Par contre, la mélodie arrive après. Une fois que j'ai déjà la matière, quand je commence à déclamer le texte à voix haute, je commence à m'amuser avec mon texte. Parfois, j'écris des textes qui n'ont absolument aucune rime, et pourtant, quand je l'ai dit, le rythme est là. Mais parce que je m'amuse avec le texte que j'ai écrit. Mais parce que chaque note est juste. Et justement, je peux sortir du cadre et créer des mélodies à des endroits un peu surprenants. Mettre des respirations à des endroits un peu surprenants. Et ça arrive après. La mélodie et tout ça arrive après. Mais le rythme est là dès le départ. Il faut d'abord que ce soit juste. Écrire juste écrire, écrire juste écrire, écrire juste écrire. Et après, si je veux m'amuser, écrire juste écrire, écrire juste écrire.
quel conseil avez-vous pour ceux et pour celles qui espèrent pouvoir slammer comme vous? Je leur conseillerais de ne surtout pas essayer de vouloir slammer comme moi, mais de slammer comme eux en fait. Voilà. Le seul conseil, c'est un conseil d'ailleurs que je vais emprunter à Rainer Maria Rilke. Moi j'ai un livre de chevet, un de mes livres de chevet, c'est Lettre à un jeune poète. Alors peut-être qu'un jour j'écrirai Lettre à un jeune slammer, je ne sais pas, mais en fait il faut être soi-même. Et c'est quelque chose de très difficile, mais il faut être soi-même pour trouver sa voix, V-O-I-X, et sa voix, V-O-I-E aussi, en art. Son identité vocale, identité gestuelle. Et comme dit Franck Etienne aussi, il faut brûler les idoles. Donc si vous avez des idoles, il faut brûler les idoles et oser la symbiose avec vous-même. C'est le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut écrire ou qui veut dire, c'est ça, c'est oser la symbiose avec soi-même. C'est plonger en soi, mais vraiment plonger en soi et ne pas avoir peur d'écouter la prose de son âme. Et là, on trouve son truc, sa singularité d'artiste. Et lire de la poésie à voix haute. Ça, c'est un conseil aussi. Pas forcément ce que vous écrivez, mais les textes que vous aimez, lisez-les à voix haute. Moi, mes étudiants, je leur dis, lisez à voix haute, lisez à voix haute. Lisez la poésie à voix haute. Les mots doivent devenir presque des parties de votre corps. Et pour ça, il faut les dire à voix haute, il faut les faire claquer, il faut les faire vivre. Prenez des textes classiques, Shakespeare, Sénèque, enfin je sais pas moi, tous ces textes classiques-là, gardez-les vivants et lisez-les à voix haute. Et c'est un exercice et on travaille sa diction. On s'en rend pas compte, mais on travaille. Si vous le faites tous les matins, moi je fais ça depuis plus de 20 ans, je lis de la poésie à voix haute le matin. Alors ça peut embêter parfois les gens autour de moi, mais c'est pas très grave. Ça fait un travail et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'améliorer votre diction, que vous travaillez des petits détails qui n'en sont pas quand on est sur scène. En face, les personnes comprennent tout, ou presque, de ce que vous dites. Et parce que vous avez l'habitude de répéter inlassablement les mêmes mots, les mêmes textes, à un moment donné, ces mots sont... Vous devenez presque un corps de texte, en fait. Et pour ça, il faut dire, lire à voix haute, et écrire à voix haute, et vivre à voix haute. Enfin, vivre à voix haute, c'est une image. Merci encore, c'est très beau. Merci. Ce matin, vous parliez d'écrire, vous êtes en train d'écrire un roman. Est-ce que c'est le même travail? Est-ce que vous attendez à ce qu'on le lise à haute voix aussi? C'est pas le même travail, mais enfin pour moi ça l'était pas, mais mon éditrice qui s'appelle, enfin l'éditrice du roman, donc qui n'est pas la même éditrice que Sylvie Darro qui a publié Le Champ des possibles et résident de la République dans la collection Harlem Renaissance de la Cheminante. Donc mon éditrice s'appelle Sabine Westphisser, celle qui va publier mon roman, et ce qu'elle a aimé dans le texte, avant l'histoire, avant les personnages, c'était le rythme du texte. Et moi j'ai tout fait pour m'éloigner de la manière d'écrire de la poésie quand j'ai embrassé ce roman. Manifestement, je ne me suis pas tant éloigné que ça, puisque le rythme en tout cas s'entend, se ressent, et que c'est ce qui lui a donné envie de publier ce livre. Alors je trouve que je travaille dessus en dilettante, mais les 20 premières pages, elle m'a dit j'adore la musique de ton texte, et puis l'histoire aussi, et puis les contre-pieds de, enfin voilà, sans tout dévoiler du texte, le titre c'est Dien Bien Phu. Voilà, j'en ai déjà trop dit. À la rentrée littéraire prochaine, enfin si je suis sérieux dans mon travail, bien sûr. Any last questions? Do you have a question? Okay. Et puis, après la dernière question, je voulais vous inviter, si vous voulez bien, à improviser un poète pour nous, pour conclure. C'est à vous de voir, sur un thème qui vous inspire. Si vous découvrez New York pour la première fois, donc peut-être sur New York, la culture américaine, mais c'est à vous de voir. C'est une invitation et pas une obligation. Chanter un poème justement qui est très joli, je trouve, dans laquelle vous aviez une femme qui exprimait un
moment, pourquoi est-ce que vous ne grandissez pas? Et je trouve que c'est assez courageux d'être un artiste de nos jours. Et c'est pas aussi très commun. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas dévié de ça, que vous avez continué? Est-ce que c'est la passion ou c'est autre chose? C'est plus que ça. Il n'y a pas de courage à respirer, en fait. De l'extérieur, ça peut sembler courageux, mais si on considère que c'est sa respiration, si on cesse de respirer, on meurt. Donc, comme je veux rester vivant, je respire. Et ça passe par de la poésie. D'abord pour moi, et ensuite une poésie avec vous, c'est-à-dire une respiration qui devient collective, parce que de temps en temps, les gens, comme ce soir, m'accordent de leur écoute. Mais c'est parce que je n'ai pas le choix. J'écris parce que je ne peux pas ne pas écrire. Tout ce qui arrive après, c'est des accidents heureux de la vie, que je trouve un éditeur, que je reçoive un prix de l'Académie française, que je vienne aux États-Unis. C'est des accidents heureux de la vie, des cadeaux de la vie. Mais au départ, je ne peux pas ne pas écrire. Donc il n'y a pas de courage, il n'y a aucun courage là-dedans. Après, effectivement, il y a des sacrifices, ça c'est autre chose. Mais en termes de courage, il n'y en a aucun. J'ai pas le choix. Si je ne fais pas ça, je meurs en fait. Donc à partir de là, et ça date de très longtemps, ça date de mes 15 ans, d'un vœu d'écriture que j'ai fait, et auquel je me suis tenu, et auquel je me tiens, et auquel je me réfère toujours. Je n'ai pas le choix. Et après, tous les cadeaux qui arrivent, je les prends, je les accepte. J'ouvre grand les bras comme ça, et puis je prends tous ces cadeaux de la vie. Donc à aucun moment il a été question de courage, de décision, de... Voilà, c'est comme ça parce que j'ai besoin de ça. Absolument, radicalement, complètement, totalement. Et après, j'ai eu la chance aussi, et là c'est pour compléter la réponse, quand vous me demandez qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas dévié, j'ai la chance aussi d'être bien entouré. Une famille qui me soutient, une femme qui me soutient, et effectivement ça peut aider aussi parce qu'il y a des sacrifices, je pars en voyage, je ne dévie pas parce que je suis entouré et que j'ai cette chance-là. Mais après, sur le geste même d'écriture, il n'y a aucun courage. Il n'y a aucun courage, c'est vraiment quelque chose de vital. Je vous disais tout à l'heure, la poésie, c'est une injonction à vivre digne et debout. La poésie, en tout cas, les poètes que je considère comme des professeurs d'espérance, chacun d'eux me dit à sa façon, résiste ou meurt, respire ou meurt. Alors je respire et je résiste pour ne pas mourir. C'est juste une question. Vous écrivez de la poésie, tout ça, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de travailler avec un chanteur ou pas. C'est un jour, un chanteur bien connu t'a demandé d'écrire une poésie et tu auras l'opportunité à visiter la séance de chansons et ce chanteur a changé le rythme, la mélodie. Qu'est-ce qui t'aura permis? Parce que la façon que tu as écrit la poésie a une différente mélodie que celle de chanteur. Dis-moi, qu'est-ce que vous aurez à faire tout ça pour changer tout ça? Parce que les mots au moins des sentiments différents, parce que ces mots t'appartiennent, mais le chanteur change la mélodie, tout ça. Mais en fait, moi, je l'ai déjà fait et j'aime beaucoup l'idée de redécouvrir aussi un texte parce qu'il a interprété par quelqu'un d'autre. Je l'ai fait avec une chanteuse, j'avais monté un opéra slam avec un chanteur lyrique. D'ailleurs, c'est un hommage à Aimé Césaire. On revient toujours à Césaire chez moi. Et on avait monté un spectacle, un opéra slam, dont le titre était Ave Césaire. Donc le chanteur lyrique avait une voix de castrat, donc il disait certains de mes textes. Et moi j'avais l'impression que je découvrais ce texte-là, que j'avais écrit pourtant. Mais la façon de le chanter, de le porter comme ça au nu avec une voix d'ange, ça m'avait presque, même pas presque, ça m'avait fait redécouvrir le texte. Donc moi j'aime beaucoup ça, et c'est exactement la même chose quand on travaille avec des musiciens. Parfois j'écris un texte en me disant que c'est un texte très blues, très bleu, très triste. Et je fais écouter à un musicien ou alors lire. Et lui, il me sort un rythme qui est jazzy, qui est groovy. Je lui dis mais attends, moi ce texte quand je l'ai écrit c'était mélancolique et toi tu me mets une musique joyeuse. Il me dit mais non, il y a de la joie dans ton texte. Tu vois, finalement,
J'ai un ami qui s'appelle Souleymane Diamanka, qui est poète, aussi qui dit que le poème est un papillon en papier. Et quand on l'a écrit, une fois qu'on l'a terminé, il s'envole et il nous appartient plus. Tu vois, donc un musicien il va te dire, mais non, moi j'entends la joie dans ton texte, alors que toi tu as l'impression que tu n'as fait que pleurer dans le texte. Et de la même manière, tu vas écrire un texte que tu penses joyeux, et puis lui, il va te mettre en blues, parce que c'est ça qu'il ressent. Et qu'on est tous comme ça, on va vers des œuvres artistiques avec notre sensibilité, notre subjectivité. On peut tous écouter la même musique ou regarder le même tableau, lire le même poème, on ne va pas forcément tous ressentir la même émotion. Certains vont dire, waouh, ça me brise le cœur. D'autres vont se dire, waouh, ça me donne de la pêche et ça me donne envie de me battre. Tu vois, donc à partir de ce moment-là, moi j'aime beaucoup cette idée de redécouvrir ce que j'écris en accordant ma sensibilité à la sensibilité d'autres artistes, chanteurs, plasticiens, danseurs, musiciens, parce que finalement, je réalise qu'un texte n'est jamais terminé en fait. Et qu'il a peut-être une finitude, si finitude il y a, seulement dans le partage avec l'autre. Alors, est-ce que vous voulez improviser avant pour, alors, je vais tenter quelque chose. terminer? Je vais tenter quelque chose. C'est une grande première. En exclusivité mondiale. Ici. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel New York, New York, New York, New York. La magie de l'âge tendre de l'enfance, les soleils noirs, les disques de jazz de mon père. New York, New York, la magie de l'âge tendre de l'enfance, les soleils noirs, les disques de jazz, jazz, jazz de mon père, les disques de jazz, jazz, jazz de mon père, les disques de jazz, jazz, jazz de mon père. Jill Scott Heron, Last Poet, Dizzy Gillespie, Art Blackie et les Jazz Messengers, soleil noir comme les disques de jazz de mon père. Harlem Renaissance, je renais de mes cendres et peut-être aussi de celles d'Alexandre. Mon père n'est jamais loin quand mon cœur élève la voix. Ma mère est toujours là quand mon âme souffle, souffle poésie, souffle, souffle poésie, souffle comme cette hymne à l'amour et à la musique jazz. Les disques de jazz de mon père, les disques de jazz de mon père, soleil, 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 noir comme les disques de jazz de mon père. Nina Simone, Billie Holiday, Myriam Makeba, les disques de jazz de mon père, les disques de jazz, jazz, jazz de mon père. Freedom. What else? Ah! Merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Signaler que sur la table que vous avez au fond, il y a le dernier livre du capitaine Alexandre. Vous êtes invité à vous munir de ce viatique que vous signera avec plus grand plaisir. Merci beaucoup. Je voudrais à nouveau te redire merci, parce que le coup de cœur que j'ai eu en t'écoutant, il y a plusieurs mois de cela au Collège de France, je crois que les amis ici présents aussi, et merci d'avoir partagé ça. Merci, merci beaucoup. Merci Charlie, merci Sylvain, merci à